Chers amis, bonjour. Cette nouvelle vidéo présente le parcours de Jérôme Mouton. Jérôme est un entrepreneur. Il a cofondé Snap Engage, à la fois basé à Boulder au Colorado et à Berlin en Allemagne. Maintenant, il habite Séné, à côté de Vannes, dans le Morbihan. Et il est mentor pour le programme d'accélération Google for Startup. L'idée derrière cette vidéo est multiple. Bien sûr, présenter Jérôme sur YouTube, mais aussi le présenter aux autres membres de la communauté The Remote Tribe d'une manière asynchrone. En effet, lors d'un afterwork, c'est toujours trop rapide pour rentrer en détail sur les uns sur les autres. Mais à travers cette vidéo, vous pouvez en savoir plus pour créer des opportunités, pour s'inspirer mutuellement, voire pour prendre un verre et avoir envie de discuter. Mon nom est Gwenaël Kerner, je suis chasseur de tête de développeurs logiciels, principalement pour les métiers du web. Bon visionnage à toutes et à tous, ça commence maintenant. Bonjour Jérôme, merci pour participer à cette vidéo et cette interview. L'idée de cette interview est que tu nous présentes ton parcours qui est riche de différentes choses. Et, tu es ingénieur, tu as travaillé pour Google, tu as créé ton entreprise à la fois aux États-Unis et à la fois à Berlin en Allemagne. Et puis maintenant tu es à Vannes. Tout à fait, à Séné même. Précisément. Voilà, peux-tu nous dire, te présenter, nous dire où nous sommes et pourquoi nous sommes là? Commençons par ça, oui. On est à Séné, là, sur le port Anna, c'est le port de pêche en fait du golfe du Morbihan. Et une très belle journée au bord de l'eau. Je me présente, donc je suis Jérôme Mouton, comme tu as dit, je suis un ingénieur et j'ai fait ma carrière d'ingénieur, puis après je suis parti dans l'entrepreneuriat. Et depuis un an maintenant, on a décidé de revenir s'installer en France, après avoir vécu aux États-Unis et en Allemagne, pour revenir un peu aux sources et profiter de la Bretagne qui est un pays merveilleux. C'est sympa. Respirer l'air pur. On va dire ça, oui. Voilà. Et donc, tu étais aux États-Unis. Tu es resté combien de temps? Où tu étais? Qu'est-ce que tu y as fait? D'accord. Alors, les États-Unis, j'y ai passé 10 bonnes années. Ce qui m'a amené là-bas, en fait, c'est que j'étais étudiant dans le Finistère, à l'école nationale d'ingénieurs de Brest. Et dans le parcours, en 4e année, on a un stage à faire. C'était pas encore tellement en vogue à l'époque, mais j'ai envie de faire un stage à l'étranger. J'ai essayé d'abord, par mes passions, en fait, j'aime bien la musique électronique, d'aller chez Yamaha, Roland ou Korg au Japon, ça n'a pas marché. Mon papa avait un copain qui s'est expatrié en Californie et ils avaient cherché en fait des stagiaires en informatique et j'ai réussi à avoir une place à Mentor Graphics, une boîte en fait qui fait de la CAO électronique. À l'époque, c'était le grand boom des téléphones mobiles. On bossait beaucoup pour faire les PCB en fait, la conception des PCB, du routage pour Nokia, Ericsson, Motorola, toutes ces boîtes-là. Tous les constructeurs, ouais. Tous les constructeurs, ouais. À la fois les téléphones et les base stations aussi, les grosses cartes qu'il y a dans les racks d'antennes, quoi. Très intéressant, un monde que je ne connaissais pas en fait. J'ai découvert non seulement la Silicon Valley, c'était un peu le pays mythique à l'époque, c'est la fin des années 90. Et donc le stage est bien passé. Avec mon épouse, on s'est dit on se verrait bien vivre là. Et la boîte m'a fait une offre, ils m'ont dit à la fin des études, pense à nous. Okay. On n'a pas oublié. On a fait ça après avoir fait la 5e année à Brest. On a déménagé à San Jose, en Californie. Et on a passé là-bas 2 bonnes années, dans la même boîte, jusqu'au moment où cette boîte a racheté une spin-off d'Intergraph, une grosse boîte de l'informatique, et ils m'ont demandé de bouger, en fait, faire le transfert de technologie entre la Californie et le fin fond de l'Alabama. Alors, Alabama, ça sonne pas super bien quand on connaît un petit peu les films des années 50, 60, ça mais c'était pas si mal que ça. C'était au nord de l'Alabama, une ville qui s'appelle Huntsville, et c'est là qu'il y a une base de la NASA, une base de l'armée. Donc il y a plein en fait de contracteurs techniques, Boeing et tous ces genres de sociétés sont là-bas. Ça fait qu'il y a un pôle technologique quand même assez intéressant. Et j'ai fait ma carrière en fait à transférer la technologie et après développer l'équipe là-bas, dans le même domaine. Ouais, justement, c'était quoi ton... parce que tu as démarré en tant que développeur, ingénieur en Californie, et quand tu es parti en Alabama, tu avais plutôt un rôle de lead ou de CTO ou déjà de directeur technique? CTO, c'était une boîte de 5000 personnes à peu près, ou 3000, 4000 personnes, donc je n'étais pas CTO du tout, mais pour la ligne de produits en fait, à laquelle je travaillais, ils m'ont d'abord nommé lead technique, pour que je transfère la technologie. Après, je suis devenu un
c'est un truc classique, je suis devenu après un manager des génériques, j'avais une équipe de 4-5 personnes. Ensuite, c'était le gros mouvement du offshoring, du outsourcing. Donc, ils avaient Mentor Graphics India et ils m'ont dit tiens, Jérôme, tes gars à Huntsville sont un peu chers, on va te donner des gars en Inde. Et là, je suis devenu plus un project manager, un technical project manager. Et à la fin, j'étais même un programme manager. J'avais des groupes qui travaillaient en Inde et en Pologne. Ça, ouais. Donc, ça devenait moins intéressant. Pour un ingénieur, quand tu te retrouves à gérer souvent des projets, c'était plus trop ça. Et c'est à ce moment-là que l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, mais j'ai mis plus de temps en fait. Je me suis intéressé de près en fait à plusieurs autres technologies parce que c'était pas très web. Mentor Graphics, c'était vraiment de l'application CAO pour les workstations. Je m'intéressais depuis longtemps sur le web et là, j'ai commencé à jouer avec une API de Google pour les gadgets. C'était avant Android. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, la page google.com, tu pouvais la customiser en fait, mettre des petits gadgets dessus à ton choix. Et ça m'intéressait, j'ai créé pas mal de gadgets, certains ont très bien marché. Je me rappelle, j'avais un gadget qui avait 400 000 utilisateurs uniques par mois. C'était très bien. Et ça a fait que j'ai joué avec la monétisation, j'ai joué avec AdSense et ce genre de choses pour tester, et ça faisait un peu de revenus quand même. J'ai aussi créé un moteur d'affiliation après, un peu de ce qu'on appelle du ad tech, trouver en fait par rapport au sujet de mes différents gadgets, je trouvais des liens affiliés chez des revendeurs, des buy.com, des Amazon, tout comme ça, et du product placement dans les gadgets. Et jusqu'au point où Google a remarqué ce que je faisais et ont eu besoin de contracteurs en fait, autour de cette plateforme-là pour l'utiliser dans leurs outils de publicité. En fait. Tu sais, les banderoles Google qu'on voit avec de la pub, à l'époque c'était du Flash, surtout des images. Ils ont voulu mettre du JavaScript là-dedans, en utilisant la même API que en fait, j'utilisais là-dedans, et je suis devenu contracteur pour Google. Mais tout ça, ce que je te raconte, là, cette société que j'ai faite un petit peu par accident en tant que solo entrepreneur et mon consulting avec Google, je faisais le soir et le week-end. J'avais toujours mon boulot bien prenant avec Mentor Graphics. Il faisait quoi ce gadget c'est que des encarts de pub ou qu'est-ce qu'il faisait? Non, le plus viral, le plus viral qui a bien marché. Comme j'avais des équipes très distribuées en Pologne, en Inde, même j'avais des gens aussi, au Japon, des revendeurs. J'avais toujours un problème à mettre mes meetings au bon moment. Et je me suis fait un gadget. Bon, aujourd'hui, ça paraît un truc qu'on a même dans Windows ou sur Android, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, j'avais fait un gadget configurable. Tu pouvais voir l'heure en tout plein d'endroits. Et j'avais un petit moyen aussi de trouver le meilleur moment pour les meetings avec plusieurs de ces time zones. Ok. Donc, tu vois, c'est souvent ça, l'entrepreneuriat. Tu résous un problème qui t'est cher, en fait. Ouais. Et en fait, t'es pas le seul, il y avait 400 000 personnes. Et après, il y avait 400 000 utilisateurs. Ouais, c'est ça. Et en explorant un petit peu les utilisateurs, certains c'était des grands-parents qui avaient des petits-enfants à l'étranger et qui voulaient trouver un moment. Enfin, c'est très très varié, mais le problème était le même, quoi. Et après, le gadget en lui-même, la techno a intéressé Google. Alors, la techno en elle-même, non, c'était pas ça, c'était plus le fait que j'avais une expertise sur leurs API. Oui, ok. C'était ça. Donc, le gadget lui-même, les time zones, c'était pas ça, c'était plus l'expertise que là, par contre, j'étais un contracteur efficace pour eux, pour développer sur cette plateforme que peu de gens connaissaient, en fait. Peu de gens l'avaient apprivoisé. Donc, c'était une très bonne expérience, travailler à la fois avec Google, des gens super intéressants et super intelligents, et aussi l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que tu veux que ça marche, tu trouves, tu essayes des choses, c'est très très itératif, quoi. Mais à ce moment-là, tu étais encore salarié de Mentor Graphics. Oui. Alors, à la fin de cette expérience-là, j'ai décidé comme de quitter Mentor Graphics pour m'essayer en solo, parce que c'est vrai que j'arrivais au point où j'avais plus assez de temps. Mes nuits avaient été grandement écourtées. Et pendant à peu près 3 mois, j'ai travaillé uniquement là-dessus à plein temps, et c'était formidable. Et c'est à peu près à ce moment-là aussi, à ce moment-là, on était en 2008 là à peu près maintenant. J'ai commencé en 2006 ce business, en 2008, un bon copain à moi, un autre Jérôme, en Alabama. Il bossait aussi pour une très grosse boîte, pas la même, et on avait un peu comme moi ras-le-bol de la grosse société, la lourdeur, la politique, tout ça. Il voulait aussi lancer l'entrepreneuriat. Il avait une idée, il avait fait un tout petit prototype d'un projet intéressant. Et en fait, on a décidé de continuer ensemble. On est rentré à Techstars au Colorado, et c'était une expérience très très intéressante, et ça je le suggère à tous les entrepreneurs, une fois que tu as établi un petit peu quelque chose, de rentrer dans un accélérateur en fait. Ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans ce que tu fais. Et donc très, très rapidement, donc vous connaissiez sûrement depuis quelque temps déjà?
Oui, oui, on était copains. Vous étiez copains depuis quelques années déjà. Tu sais, on était à Huntsville, Alabama, il n'y a pas beaucoup de Français là-bas. Voilà. On s'était rencontrés, je crois que nos époux s'étaient rencontrés en se promenant au centre commercial, en parlant français aux enfants. Et on faisait pas tous les week-ends, mais régulièrement on faisait un barbecue. Oui, on faisait des choses ensemble. C'était déjà quelqu'un que je connaissais bien. On se respectait mutuellement, on savait ce qu'on faisait un petit peu comme projet technique, tout ça. C'était. Oui. Ouais. Donc vous êtes parti d'une idée et vous avez pris, vous avez candidaté à Techstars et vous avez été pris aussitôt. C'est ça, ou oui. bien il y a eu un petit moment entre les deux pour monter un prototype et aller plus loin, ou bien vous êtes vraiment allé à Techstars direct. Non, il y avait déjà un petit prototype qui avait commencé, que j'avais commencé un petit peu à regarder aussi après. Non, mais ce prototype, en fait, qu'on a compris après, Techstars, ils s'en foutent, c'est pas du tout ça. Ce que des incubateurs recherchent, c'est avant tout, quand tu es en early stage comme ça, ce qu'ils cherchent, c'est l'équipe. Une équipe qui peut exécuter, faire des choses. Le dating, je sais pas comment tu dis ça, quand tu veux courtiser Techstars pour rentrer, en fait, c'est une procédure où tu as des appels vidéo avec eux, tu leur envoies des vidéos sur YouTube pour leur donner un peu des updates sur ton projet, sur ce que tu as fait. Une chose qui a été clé, c'est quand tous les deux, on a quitté nos boulots de big company en fait, et on a dit à Techstars, bon maintenant c'est bon, on est 100% là-dessus, on y va, il n'y a pas de chemin arrière, pas de chemin retour. Donc c'est ça, c'est très important c'est un processus pour montrer en fait à l'incubateur qu'on peut faire des choses. Il semble, aujourd'hui ça a un petit peu changé, les accélérateurs, incubateurs prennent des startups un petit peu plus loin dans le processus en fait, donc c'est peut-être. Bon, ça a changé, c'est sûr. Ouais. Mais c'était très intéressant. Donc, on va revenir là-dessus. J'étais déjà en train de bouger vers Berlin, mais on reviendra de ça. Mais on se retrouve tous les deux, même tous les trois. On avait un troisième cofondateur en fait, qui a quitté pendant Techstars, mais on se retrouve donc tous les trois à bouger au Colorado. Techstars faisait ça bien à l'époque. Comme c'était 100% en présentiel, contrairement à aujourd'hui, on avait 3 mois d'incubation où c'était jour et nuit en fait, travail sur place, travail avec les autres sociétés Techstars aussi. Et on se retrouve on se loge dans un appartement étudiant parce que l'université n'est pas en session en ce moment-là. Donc c'est une drôle de vie quoi, quand tu as 35 ans et tu replonges dans ce domaine-là. Et beaucoup des boîtes avec nous, c'est des gens qui avaient dans les 20-25 ans. On était un petit peu les vieux du groupe, quoi, mais très intéressant. Je ne sais pas si tu connais le programme Techstars, mais très structuré, premier mois. C'est vraiment pour assimiler du retour en fait, d'expérience, des commentaires des mentors. Ils appellent ça le mentor madness. Donc ça durait un mois pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une semaine, mais pendant un mois, tu as tous les jours 2-3 mentors qui passent à l'incubateur. Et te disent un peu ce qu'ils en pensent, te posent des questions et te font réfléchir normalement. Pendant ce premier mois, l'idée de l'incubation, c'est d'extraire de ce feedback ou de ces questions comment on pourrait faire un pivot, un changement de direction pour être un petit peu plus, marketable si tu veux au niveau investissement. Plus market, ouais. Et mois numéro 2, tu dois avoir défini en fait, ce que tu veux changer et après tu exécutes. C'est exécution du nouveau MVP qu'il faut développer très très vite ou le modifier, lancer plein de pilotes, des programmes pilotes avec des sociétés qui pourraient devenir clients, même avoir des clients si possible. Parce que le 3e mois, c'est uniquement pratiquement de la préparation à la présentation sur la scène qui s'appelle Demo Day, où ils font venir 400 personnes de la communauté, des investisseurs, et il y a aussi pas mal d'anciens entrepreneurs. Et l'idée c'est de convaincre le monde et les investisseurs si possible qu'on a quelque chose qui est spécial et est-ce qu'ils vont investir en fait dans notre société. Bon, je te cache pas que nous, étant un peu plus open aussi, on n'a pas forcément suivi ça très bien. On a traîné un petit peu. On a reçu tellement d'avis contradictoires, tout ça au départ, ça partait dans toutes les directions pour ce qu'on aurait dû faire. On a quand même pu extraire un petit peu une direction. On s'est dit, en fait, notre produit qui était de collaboration, on a compris que ça aurait été très très dur de le déployer dans des entreprises. Et il y avait quand même une ligne qui s'intéressait, c'était plus le support client. Mais on a commencé à exécuter là-dessus peut-être la moitié du second mois. Et on était un petit peu tard. On s'est retrouvé à présenter à Demo Day. On avait un micro MVP, si tu veux, qui n'était pas encore bien fini. On avait des clients qui étaient en pilote, mais aucun payant. Et c'est vrai qu'on n'était pas bien pour lever des fonds. Donc au bout de 3 mois, c'est normal, non? Ah c'est pas l'attente des choses. Les investisseurs auraient voulu qu'on ait déjà 2-3 clients payants pour prouver en fait un peu les choses. Il n'y a pas de meilleur. Après un pivot durant les 3 mois,
C'est quand même... c'est chaud, mais c'est vraiment l'idée. C'est à 3 mois sur place en incubation présentielle, tu bosses jour et nuit. Et bon, d'autres ont réussi, hein, d'autres ont réussi à faire des choses. Donc on a été un peu plus lent, c'est clair. Mais c'est pas grave, les investisseurs étaient quand même intéressés. Ils ont dit, non, revenez, vous avez bonne idée, bonne équipe, tout ça. En plus, Techstar a vu quelque chose en vous, donc vous êtes intéressant, juste par défaut. Super. Mais par contre, ils ont dit, on voudrait bien que vous ayez des clients payants avant d'investir et revenez nous voir quand vous aurez des clients. Et c'est un peu la réponse classique. On s'est dit, pas grave, on va commencer. On a mis un buy now, un bouton de PayPal là, c'est très facile. Bon, avec Stripe c'est peut-être encore mieux maintenant, mais oui, je sais pas, en quelques jours après ça, on avait un client payant dans notre base freemium. On est monté 2, 3 et on est arrivé à 10 en, je sais plus, c'était quelques semaines, c'était pas long. Par contre, en retournant voir les investisseurs, on leur dit on l'a fait, maintenant on est prêt. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que peut-être qu'ils étaient un peu frileux quand même, parce que le milestone suivant, c'était revenez nous voir quand vous aurez 100 clients. Et on a joué le jeu un petit peu, parce que de toute façon, avoir des clients, c'est bien. Mais quand on est arrivé à 100 clients, je crois qu'en moyenne, on leur faisait payer 20 $ par mois. Donc à 100 clients, on était à 2000 $ par mois, c'était pas beaucoup. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Hein. Malgré tout, on voyait l'attraction. Ce qu'on appelle le hockey stick, les crosses de hockey, tu dis en français, qui commence à se dessiner. On dit on est là maintenant, si on attend encore un mois, on va être là et ça devrait pouvoir le faire. Et en fait, on s'est dit, arrêtons de perdre notre temps à essayer de faire la danse avec les investisseurs, parce que c'est vrai que ça prend du temps malgré tout. Tous ces rendez-vous, préparer la deck, et on a décidé de bootstrapper. On s'est rappelé qu'un des mentors à Techstar, il n'y en a eu qu'un seul, nous avait parlé dans une soirée en fait que c'était un autre moyen possible pour une start-up de se lancer. Donc bootstrapper, je sais, oui, c'est de se self-financer en fait. Oui. Et moi j'aime bien utiliser le mot, c'est des clients en fait qui financent. Quand tu es dans un business B2B en SaaS, tu as un revenu récurrent. Et dès que tu as un nouveau client, en fait, c'est pas pour la vie, mais tu sais que c'est pour un certain temps quand même, et ça va ramener du revenu. Oui, Bootstrap, c'est démarrer sans investisseur extérieur. C'est ça. Mais il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est quand même être libre, parce que quand on a des investisseurs, on est quand même lié à eux. Ah, absolument, oui. Et bon, Bootstrap, généralement, ça prend plus de temps. Voilà. C'est ça, on n'a pas le même moyen de dépenser, parce qu'on dépense que ce qu'on a. Donc les campagnes marketing, bien sûr, c'est à l'économie. Les embauches aussi, bien sûr, tu embauches quand tu as en fait le revenu qui peut supporter cette embauche. Et ça veut dire aussi qu'en tant que fondateur, on ne se payait pas ou très peu. C'est parce que tu préfères embaucher quelqu'un que te payer. Donc c'est très important d'avoir ce qu'on appelle un runway. En fait, on est rentré là-dedans, j'avais 35 ans. Pendant nos 10 années avant de grosses boîtes, on avait fait des économies, donc on était prêt à survivre, nourrir nos familles, les loger pendant un an. C'était l'idée. Et en tant que cofondateur, les deux Jérôme, vous étiez alignés sur cela, et vos familles étaient aussi alignées. Très important, tu as raison. C'est vrai que c'est une discussion essentielle à avoir, déjà avec nos familles, parce que c'est vrai que on pourrait dire, oui, c'est l'entrepreneur qui bosse sur le projet, mais non, le support moral, le support familial aussi. C'est vrai que mes enfants avaient plus besoin de ma femme que d'habitude, parce que c'est vrai que j'étais très peu disponible. Pendant 3 mois au Colorado, par exemple, rien que ça. Donc absolument, très important, avant de se lancer là-dedans, d'avoir le 100%, le backing, je sais pas comment tu veux, le support en fait de ton numéro 2. L'entourage. Et le cofondateur aussi, c'est un autre point fondamental. C'est crucial en fait d'avoir des discussions profondes et intenses en fait sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire, être d'accord de combien de temps on peut tenir les deux familles, parce que ça n'aurait rien fait. Si Jérôme a vu par exemple, je sais pas, 2 ans de runway, moi que j'avais que 6 mois, il fallait qu'on continue. On a discuté un petit peu, combien on était prêts en fait. On était tous d'accord, on n'allait pas vendre nos maisons pour financer ça. On avait mis des limites en fait qu'on avait définies ensemble, quoi. Et il y a plein de choses comme ça aussi. C'est une fois que tu commences un business et que tu commences à voir un petit peu où ça va, donc il y a aussi des choses à redéfinir. Par exemple, pour nous, une fois qu'on a décidé de bootstrapper, on a dit clairement que maintenant on a un business qui avance d'une façon organique, on va dire. Donc on veut le garder pour le plus longtemps possible. Donc, beaucoup d'entrepreneurs en fait savent qu'ils démarrent un business pour le flipper, en fait, pour le revendre en 3 ans par exemple. Nous c'était l'inverse. On a dit si on peut le garder à vie, le passer à nos enfants, à nos petits-enfants plus tard, ce serait l'idéal. C'était un petit peu humoristique, mais c'était l'idée quand même de le garder le plus longtemps possible. Une autre chose aussi qu'on avait fait, on avait
35 ans déjà, on avait déjà fait 10 ans de boîtes intenses dans des gros groupes. On s'est dit ça serait bien si quand on atteint 50 ans, on puisse avoir un business qui tourne grâce à une équipe de management qu'on aura choisie et qu'on puisse juste, enfin pas juste, c'est quand même beaucoup, mais être là sur le côté, faire en fait des choses stratégiques, faire des meetings avec des partenaires par exemple, choses comme ça, et l'équipe de management, mais ne plus être dans le business jour et nuit en fait, ne plus être les personnes qui vont réparer des problèmes quand ça arrive, quoi. Un repeat business, c'est un peu le schéma du repeat business, hein. Enfin repeat entre guillemets, qui tourne tout seul. Qui tourne tout seul, on appelle ça ça peut être aussi un lifestyle business, quoi. Lifestyle, ouais. Un petit peu ça, mais l'idée c'est ça, c'est si on fait bien les choses et qu'on arrive à que ça tourne tout seul, qu'on trouve en fait une équipe de management, enfin des directeurs qui sont alignés et qui font de bon boulot, ben pourquoi pas, quoi. C'était un petit peu l'idée. C'était un peu votre moto. Oui. C'était un peu ce qui nous donnait l'objectif, en fait. Comme beaucoup d'entrepreneurs, comme je disais, ont l'objectif dans 2 ans, dans 3 ans, on vend. Nous, c'était pas ça. Quand on a commencé, dans 15 ans, on pourra bosser 4 heures par jour, ou même moins, pourquoi pas, hein. Vivre du travail en bossant beaucoup moins, quoi. En bossant beaucoup moins, c'est ça. Oui. Ouais. Donc, ça vous a donné une direction. Oui. Est-ce que vous avez réussi à l'atteindre? Ou bien, quels ont été les chemins pour… Oui, alors ça marche rarement. Il faut se donner un objectif, hein, ce qu'on appelle. Voilà. Il y a le moonshot en fait, hein, tu pointes et voilà, on va sur la Lune, on va faire des petits sauts de puce avant d'y aller, quoi. Non, il y a eu plusieurs choses qui n'ont pas marché très bien. On va arriver à ça, je te raconterai après où on en est aujourd'hui. Mais déjà on n'a pas levé de fonds, donc clairement ça a été une démarche. On va être ce qu'on appelle scrappy, on va être économe si tu veux dans la jeune société. On a donc embauché quand on a pu le financer. On a embauché le premier employé à la fin des années 2010. C'est pour te dire, on lui a donné un salaire avec son accord de misère, en lui disant en fait, comme son rôle va être beaucoup de faire de la vente, il était customer service, vente et community manager. Il dit tous les nouveaux clients qu'on rentre à partir d'aujourd'hui, jusqu'à qu'on arrive à ce point-là de financement et qu'on puisse te payer bien, tu empoches, je crois que c'était dans les 50% ou même, non, peut-être 80%. Tous les nouveaux clients, il empochait 80% je crois du revenu, un truc comme ça. C'était bon. Ça motive aussi. Oui, ça motive et tu trouves des moyens, parce que ça, qu'on n'avait pas le cash pour lui faire un bon salaire, c'était pas possible. Second employé, alors je vais revenir maintenant, après Techstars, après les 3 mois, on avait l'Alabama comme une base, et j'avais déjà bougé ma famille à Berlin. Et déjà. Déjà, oui, la famille avait bougé quelques mois avant qu'on démarre Techstars. Le timing n'était pas bon, c'est comme ça, mais des fois, il faut faire avec. Donc Berlin était déjà dans l'équation. L'idée un petit peu, moi, c'était j'allais me mettre à plein temps en tant que contracteur Google et ma société de gadgets en fait. Mais bon, ça c'est le projet de Jérôme et rentrer à Techstars, tout ça, a chamboulé les plans. Mais le mouvement vers Berlin avait déjà eu lieu. Berlin, c'était un choix qu'on a fait en famille. J'avais 2 enfants à l'époque. Jade avait 8 ans, Octave avait 5 ans. Et on disait, les enfants grandissent, mais ne voient pas assez la famille. La famille les voyait une fois par an, les grands-parents venaient, et nous on y allait peut-être une fois quand on pouvait. Et on s'est dit, on serait content d'être plus proches pour qu'on puisse faire plus d'interactions avec les cousins, tout ça. Et on ne voulait pas venir en France. On voulait, tant qu'à faire, ils étaient déjà bilingues avec l'anglais. On s'est dit, si on va dans notre pays, ils vont prendre les langues aussi. Et alors on a regardé, on a choisi Berlin. C'était une ville intéressante à l'époque, peu chère. Si j'avais été contracteur, en fait, c'était une ville qui était pas chère et avait une communauté formidable d'expats aussi. Extraordinaire. Je passais tous les autres qu'on avait considérés, mais Berlin, c'était la destination. Et ça s'est avéré être un très bon choix, en fait, parce que c'est vrai qu'on a grossi la boîte sur les 2 continents. Et déjà, pour embaucher Berlin, ça s'est fait, en fait, que c'était un très bon spot. Il y avait beaucoup de gens, en fait, qui voulaient venir à Berlin travailler. Il y avait une scène créative très forte. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une start-up métropole, quoi, hein. Et donc ça a été un bon choix pour ça. Et l'autre chose très intéressante aussi, c'est qu'en travaillant, si tu veux, à la fois aux US et en Allemagne, on pouvait plus ou moins couvrir le marché mondial, donc des clients en Australie, des clients en Asie du Sud-Est. On pouvait en fait avoir des appels avec eux, des démos, tout ça. Et ça nous a permis d'avoir une base globale dès le début. Ouais, c'était un choix stratégique parce que d'un côté, il y avait une équipe à Berlin, Europe centrale. L'autre côté à Boulder, c'est ça, Boulder, Colorado. Là, c'est pas la côte ouest, mais on n'en est pas loin quand même.
Oui, oui, ça c'est. Il y a quoi? Il y a 8 heures de décalage horaire? Ah oui, c'est ça, 8 heures entre les deux. Oui. Donc avec les deux villes, vous couvriez quand même une grosse zone. On courait une belle zone, c'est sûr, avec quand même bien sûr des difficultés, quoi, hein. Comme tu dis, 8 heures de décalage, donc ça veut dire que quand Berlin arrive à la fin de la journée, Boulder commence la journée, donc il faut faire en fait en sorte que cette petite heure d'overlap qu'on avait de travail ensemble soit très efficace, parce que ben, c'est le seul moment où on peut collaborer. Mais on avait mis en place des systèmes, hein, alors, même d'autres systèmes aussi intéressants, on avait mis Open Book Management, pas pour ça, mais juste pour vraiment que les employés soient très, très impliqués. Dès le début, on trouvait que c'était bien de tout partager. On partageait donc les finances, tous les revenus, tous les dépenses, tous les KPIs aussi, tout ce qu'on mesurait sur le business, en donnant aussi la propriété, enfin non, propriété c'est pas ça, c'est l'ownership, ouais. L'ownership, ouais, je sais pas si c'est le mot en français, la responsabilité peut-être. La responsabilité en fait de faire les mesures de ces indicateurs et de ramener en fait l'information au reste de l'équipe. C'était pas que les propriétaires qui le faisaient, ou c'était pas le. Et en plus elle tournait, donc il y avait les employés faisaient différentes choses et apprenaient beaucoup en fait. Ça a été pour beaucoup, ce qu'ils nous ont dit, c'était un moyen de faire un peu comme un MBA en fait, sur le boulot, quoi. Un développeur pouvait apprendre les finances, pouvait apprendre le forecasting en fait, de comment on allait dépenser les fonds pour l'année en cours. Un truc qu'on faisait aussi, quand on établissait un budget annuel, même je crois on a arrêté ça quand on était 20 ou 25. On demandait aux employés, dans une spreadsheet partagée, de chacun faire leur prédiction, si tu veux. Comment on allait continuer à grossir, bon c'est pas facile, et avec cette croissance estimée, comment ils pensaient qu'on devait allouer les fonds, quels devaient être les pôles de dépenses. Et après, on se réunissait pendant 2 heures en commun, on trouvait un spot et on en discutait, on débattait et on se mettait d'accord. Le plan des finances n'était pas fixé par les cofondateurs, il était fixé en fait en groupe, un consensus. Et ça c'est déjà en 2010, 2011, 2012. C'est ça, oui, à cette époque-là. Ouais. Et la méthode s'appelle l'Open Book Management. C'est ça. Comment tu as découvert cette méthode? Parce qu'en fait, ce que tu me dis, ça me parle aujourd'hui, et encore c'est assez théorique parce qu'on en parle, mais en réalité, je ne sais pas où ça en est. Mais il y a quoi? Il y a 12 ans, 13 ans, c'est complètement novateur, c'est complètement différenciant, quoi. Je pense que du côté américain, c'était un petit peu plus en place dans les startups. On avait entendu parler. Une autre chose dont je n'ai pas parlé, mais on avait, après Techstars, donc Techstars prenait un petit peu d'équité dans la société, on avait un mentor, celui qui nous avait parlé du bootstrapping, qui en fait, il s'est avéré qu'il a vendu sa boîte peut-être 1 an et demi après Techstars, enfin lui il n'était pas en Techstars, il était un mentor, un an et demi après, il était disponible avec beaucoup plus de temps. Il nous a proposé en fait, si on serait intéressé par travailler avec lui, et en fait on l'a pris en partenaire de la boîte, il a racheté Techstars, il nous a rejoints, et il a ramené des idées comme ça. Il avait une communauté de startups autour de lui avec des bonnes idées, il nous a suggéré de lire tel bouquin, on a regardé ça nous a beaucoup plu, et on a implémenté un système alors il y en avait plusieurs sur le marché, mais on a suivi la méthodologie d'un magasin de sandwich dans le nord-est des États-Unis en fait, qui faisait ça en fait pour leur magasin en fait. Pour impliquer les employés. Exactement, et ça marchait très bien. On a même été en formation chez eux pour voir comment ça se passait, à quel point. Donc c'est comme ça en fait, tu découvres des choses en parlant à des gens, en lisant des bouquins, et tu l'essayes en fait. Et toujours tu les mets à ta sauce. On ne l'a pas appliqué à la lettre, on a fait des modifications. Il y a une chose que eux faisaient que nous on n'a pas fait, c'était de mettre les salaires aussi en open book. C'est-à-dire que tout le monde. Alors ça, on en parle aujourd'hui. Avec du recul, on aurait dû le faire, mais on avait déjà 4 ou 5 employés. Et c'est pas toujours évident. On a été frileux, c'est sûr, mais des fois, tu veux embaucher quelqu'un, tu fais une interview, la personne est super, tu dis, il peut vraiment nous aider à nous booster plus loin, mais la personne demande 5 000 de plus ou 10 000 de plus que ce que tu payes pour l'autre personne qu'on a en ce moment qui fait le même boulot. Quand tu es en open book management pour les salaires aussi, c'est un peu problématique. Donc on ne l'a pas fait, mais avec du recul, je pense qu'il faudrait le faire en fait. Mais néanmoins, grâce à cette méthode-là, vous avez pu impliquer les gens se sentent mieux dans l'entreprise et ils ont été plus impliqués dans la réussite du projet ou des projets. Oui, bien sûr. Alors, impliqués parce que ça les intéressait, ils apprenaient des choses. Et aussi, bien sûr, quand tu fais un truc comme ça, il faut que tu aies aussi un plan pour incentiviser, je ne sais pas si c'est en français. Incentive, c'est... c'est impliqué, non? Oui, impliqué. C'est-à-dire qu'on établissait ensemble
le plan, comme je disais, financier. Et tout ce qui dépassait le plan financier, ça allait dans le gain share, dans une pool de bonus en fait, dont une partie allait être redistribuée aux employés. Donc ça, c'était transparent, ils savaient, et tous les mois, on rapportait là-dessus ensemble, enfin on rapportait, ça se dit pas non plus, on faisait le rapport en fait des activités, et c'est un truc vachement motivant. Tu vois, ah dis donc, on a tant d'argent dans la pool, et bon, les gens font les maths. L'autre truc aussi qu'on faisait pour vraiment impliquer les équipes et souder des équipes comme ça en 2 continents, on avait un rythme de meeting, tous les jours, on passait la torche, plus, si tu veux, entre Berlin et Boulder en leur disant ce qui s'était passé, eux nous disaient ce qu'ils allaient faire, et bon, il y avait un Maureen pour ça. L'autre truc qu'on faisait aussi, c'est qu'une fois par an, on emmenait tout le monde quelque part, et en Open Book Management, pareil, c'était les employés qui choisissaient aussi où est-ce qu'on allait. Alors on a fait plusieurs fois le Mexique, on a fait Punta Cana, on a fait l'Islande aussi, très chouette, et à mi-distance, c'était idéal. On a fait aussi une fois, on a fait 2 fois en Europe aussi, on a fait une fois le Portugal. Enfin, bref, c'était vraiment une chose dans la culture de la boîte que les gens attendaient, quoi. C'était plutôt, on était plutôt assez jeunes, on avait tous moins de 40 ans, 25 à 40 ans je dirais, et donc ça marchait très bien. Voilà. Donc très important en fait. Est-ce qu'il y avait des gens qui travaillaient dans la même équipe, qui étaient localisés à Berlin et à Boulder? Ah oui, dès le début et pendant les 6 premières années, on a gardé une parité. C'est qu'on embauchait un développeur à Berlin, un développeur à Boulder. On enveloppait un support client à Boulder, à Berlin. Pareil pour les ventes. Jusqu'à un point, en fait, on s'est rendu compte, peut-être après 5-6 ans de boîte, on a voulu spécialiser un petit peu. La vente est plus facile aux US quand même. Les Américains sont plus faciles à adopter des technologies en SaaS. Donc on s'est dit, on va quand même mettre plus de marketing du côté américain, plus de vente côté américain. On a regardé un petit peu ici, mais il n'y avait plus une parité, si tu veux. Mais oui, on a vraiment voulu marcher en parallèle parce que le début nous a montré qu'en faisant ça, on avait une couverture mondiale. Si on arrêtait ça, on ne pouvait plus vendre après. Et ces gens, par exemple, les développeurs qui travaillaient, un à Boulder, un à Berlin, ils travaillaient ensemble ou ils étaient quand même séparés sur des projets différents? Alors, on a essayé. Au début, quand on avait encore une équipe assez petite, on faisait de l'agile, de Agile, donc on avait un sprint qui travaillait sur 2 continents. On avait un stand-up qui était la fin du jour. Donc c'était un petit peu bancal quand même. Quand on a eu une équipe à grossir, on a décidé de faire donc 2 sprints, un US, un Europe. Mais par contre, ça a créé un petit peu un clivage. Alors par contre, là, pour compenser ça, 2 fois par an, on faisait ce qu'on appelle un développeur summit. Alors, tous les développeurs se retrouvaient en dehors de ce truc-là, se développaient ailleurs aussi. Donc en général, c'était à Berlin, parce qu'on a commencé à grossir plus vite après en développeur à Berlin. Jusqu'au point où on s'est dit, en fait, avoir l'engineering sur 2 continents, c'est assez difficile. Donc on est passé, on a dit à Open Book Management, on a dit on va maintenant concentrer plus tous les nouvelles embauches vont à Berlin. Si les gens quittent aux US, on les remplacera les jobs à Berlin. Mais par contre, on s'est engagé à garder ceux qui voulaient rester aux US, qui étaient prêts à travailler, à venir 2 fois par an à Berlin pendant une petite semaine. On les gardait avec plaisir aux US. Pour la cohésion d'équipe. Ouais. Et toi, tu étais CTO, donc l'équipe technique était quand même principalement à Berlin. Donc. Oui. Voilà. Le début de la boîte, je passais beaucoup de temps aux US quand même, et ça s'est avéré qu'à la fin, je passais comme une majorité à Berlin. Il y a moins d'avions, quoi. Moins d'avions, c'est sûr, c'est un peu plus confortable au niveau qualité de vie. Et donc là, la société s'appelait Snap Engage, oui. qui développait quoi Ah oui, on ne va pas parler de produits. C'est un outil de communication, de live chat en fait. En France, vous connaissez iAdvice, je pense, c'était le gros concurrent qui a commencé un peu après nous. C'est un outil donc, de live chat connecté à des CRM, des helpdesk. On était bien intégré dans Salesforce, dans Zendesk, dans SAP, dans tous ces systèmes-là. Et on visait vraiment, dans le marché, on a très vite vu qu'on ne pouvait pas être un chat générique en fait et se battre. Il y avait des gros concurrents qui sont arrivés quelques années après, comme Intercom par exemple, avec des financements de la folie. Donc on s'est mis dans une niche, on avait établi un bon système de compliance, de sécurité, et on pouvait travailler dans le domaine médical et les domaines aussi financiers. Donc on avait ces 2 domaines-là qui étaient assez bien protégés par tous les efforts qu'on avait faits. Donc on est devenu un petit peu un player de niche, je ne sais pas si ça se dit ça, ça se dit en français aussi. Non, je ne sais pas, mais un niche player. Mais c'est ça, on avait un marché qui était global niveau
enfin, au niveau du monde, mais par contre dans des domaines assez particuliers quand même. Parce que iAdvise cible c'est vrai qu'ils sont très présents en France, mais ils ciblent tout type d'entreprise, je pense. Je suppose, oui. Je suppose. Et vous avez pris le choix ou entre guillemets obligation, c'est-à-dire que vous avez suivi votre marché, vous êtes spécialisé sur 2 niches, parce que vous étiez bon là-dessus et que vous étiez entre guillemets non concurrencé par les gros comme Intercom. Disons que le coût pour venir nous embêter sur ces marchés-là était plus compliqué. Parce qu'on voyait, il y avait des concurrents qui apparaissaient toutes les semaines. Faire un live chat, tu prends du Firebase, un truc comme ça, c'est très facile. Un live chat de base, tu veux t'intégrer avec tous les systèmes, avoir un système efficace, c'est bien plus compliqué. Mais malgré tout, si tu veux, la concurrence était relativement facile d'entrer avec les plateformes technologiques qui étaient sorties. Donc oui, on avait notre défense était en fait tous les security policies, les procédures qu'on avait, les audits qu'on avait fait et tout ça, quoi. Ok, et tout à l'heure on a parlé du management et le motto, juste là, je ne sais même pas comment on dit en français motto, c'est oui, je veux dire la direction vers la Lune, qui était de pouvoir se désengager à la fin et de recruter une équipe de management qui, elle, va faire l'opérationnel. Oui. Est-ce que vous avez pu avancer sur ce sujet-là? Alors on a bien avancé, on a essayé, parce que quand on est arrivé à certains points, on a dit bon, maintenant on n'est probablement plus les directeurs idéaux pour cette société, donc on a embauché un CEO et un directeur des ventes. Et on a fait ça, alors je reviens encore le moonshot, la direction vers la Lune, on a fait ça en établissant, voilà, où est-ce qu'on voudrait être dans 10 ans, au niveau revenu, type de client, taille de la boîte, tout ça. Et bon, bien sûr, une vision à 10 ans, tu devines et tu vises haut, quoi. Et on a embauché en fait 2 execs, sûrement des gens très bien, mais qui étaient en fait des gens qui étaient déjà à travailler dans des boîtes, comme on aurait vu Snap Engage dans 10 ans. Et ça a été un problème culturel immense, parce que ils étaient plus habitués dans une start-up de 45 personnes, c'était pas du tout leur domaine. Et même, je pense honnêtement qu'ils étaient un peu perdus. Quoi faire? On était proche des 10 millions de revenus, eux étaient habitués à 150, 200 millions de revenus. Ils n'avaient pas les mêmes budgets du tout pour dépenser en marketing. Bon, ça a été une semi-catastrophe, c'est sûr. On a changé de bord au bout de 6 mois, on dit bon, on a fait une bêtise. On a rembauché une équipe après ça qui a été beaucoup plus alignée, une très bonne équipe. Mais il y a eu plusieurs petits obstacles qui sont venus se greffer là-dessus. Une concurrence très très forte, je mentionnais Intercom un peu plus tôt, mais il y en a eu d'autres, Drift aussi, des concurrents spécifiques qui avaient un overlap pas complet, mais avec des financements tellement grands que bah oui, ils avaient un budget marketing des milliers de fois plus fort que le nôtre, donc c'était dur de se battre. Donc on a commencé à voir que la crosse de hockey c'était fini là. On est toujours en croissance, mais une croissance beaucoup plus douce. Et on s'est dit, si on laisse ça comme ça, dans 10 ans, dans 2 ans même, on voyait, là, on serait probablement plat, quitte à redescendre. Donc on commençait un peu à se poser des questions là-dessus, qu'est-ce qu'on allait faire. On travaillait aussi beaucoup, nos produits étaient disponibles en marque blanche, c'est-à-dire que des CRM ou des helpdesk ou d'autres systèmes qui avaient besoin d'un live chat mais qui ne voulaient pas le faire eux-mêmes, pouvaient en fait acheter notre produit, l'intégrer avec des API qu'on avait établis et le fournir complètement. On ne voyait pas que c'était Snap Engage, c'était du vrai marque blanche totale. Et il s'est avéré qu'un de nos partenaires qui était en train de devenir en marque blanche posait la question pourquoi vous n'achèterez pas en fait? Parce qu'ils avaient une boîte de private equity, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais du PI, qui eux les poussaient à grossir plus vite et les poussaient à acquérir des investisseurs extérieurs. Des investisseurs extérieurs, mais investisseurs c'est pas des VC en fait. Non, c'est un fonds quoi. Un fonds, c'est un fonds des. Ouais. Et donc des discussions ont commencé un peu là-dedans. Il y a eu d'autres soucis. Mon cofondateur a eu des problèmes de santé très très sérieux également, à peu près un petit peu avant ça. Covid est arrivé aussi, donc. Ah oui, d'accord. C'était en 2020, ouais. Plein de choses ont fait que, au départ, ce genre de partenaires qui nous proposent de nous acheter, il y en avait eu d'autres avant. Et on leur avait dit gentiment, non, c'est un business qu'on va faire durer toute la vie pour nos petits-enfants et petits. Mais bon, là, vu les soucis qu'on commençait un petit peu à avoir, on s'est dit, c'est peut-être quand même pas idiot en fait de voir ça. Covid est arrivé aussi dans le mix. On avait comme une base installée dans le domaine du voyage, des hôtels, des compagnies aériennes assez fortes. On a perdu pratiquement en quelques semaines 15% de revenus avec ça. Et bon, c'est vrai que l'offre de vente est devenue alléchante à ce moment-là, donc on a continué là-dedans.
en se disant, quand tu as un acquéreur potentiel, les chances que quelque chose se passe et qu'il parte en cours de route sont relativement fortes, quoi. Tout le monde autour de nous disait, bon, allez-y, vous verrez bien. Vous verrez bien, mais ne passez pas trop de temps, parce que si vous passez trop de temps avec tous les due diligence, les trucs comme ça se peut que dans 2 mois, en fait, vous ayez perdu 2 mois et que le business, en fait, va prendre du retard. Donc, c'était difficile de jongler les deux. Avec du recul, en fait, bon, c'est avéré, hein, on a vendu, ça a marché, donc et je pense que c'était une bonne chose pour la société. Ils étaient très intéressés par notre tech, on avait une tech qui était plus en avance que la leur, donc ça a permis eux de leur côté de monter un petit peu au niveau technologique. On avait un produit qui était intéressant, qui était très complémentaire, qui pouvait se vendre bien dans leur base. Notre base aussi pouvait aussi éventuellement acheter leurs produits, donc il y avait plein de bonnes choses. Ils sont basés à Dallas au Texas, donc pas trop loin de Boulder aussi, tout ça, donc il y a plein de bonnes choses, mais avec du recul en tant que fondateur, on aurait probablement dû quand même démarrer un processus de vente en fait. Ne pas avoir en fait qu'un acheteur potentiel en le menant jusqu'au bout. On aurait probablement pu en tirer meilleure partie que. Faire monter les enchères tout simplement. Monter les enchères, mais pas que ça. Embaucher quelqu'un en fait qui sait qui voudrait acheter qui en fait. Ah, carrément embaucher quelqu'un qui aurait eu ce rôle-là de. Ce qu'on appelle un broker aux États-Unis. En fait, on l'a appris après. On l'a appris après, on le savait un petit peu, mais on l'a appris que ça aurait été bien plus bénéficiaire pour nous de faire ça. Donc bon, c'est fait. Ouais, c'est fait, c'est sûr. Et donc ça, c'était l'exit. Comment s'est passé l'exit surtout, donc c'était en 2020, 2021, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et 21, tu es resté un an 2022, je crois peut-être même, le temps que ça se finisse. Je suis resté 1 an et demi après pour aider à transitionner les choses. Et c'est vrai que je suis resté avec plaisir, parce que c'est vrai que mon équipe était toujours là, je voulais que ça marche le mieux possible. Mais arrivé à un point, c'est vrai que malgré tout, faut lâcher. Faut lâcher, c'est important. Donc, mais ça s'est bien passé, je suis content, je suis toujours en contact avec mes collègues qui sont là-bas. On s'appelle de temps en temps, c'est plaisir. Ils sont toujours là? Une partie est toujours là, c'est sûr. Certains quand même. Alors c'est vrai que j'ai eu des surprises également avec ça. Je pensais en fait, en étant open book, en communiquant beaucoup, bien sûr, on n'a pas pu dire aux employés qu'on allait vendre. C'est pas possible. On voulait qu'ils gardent quand même l'objectif, c'était toujours que le business avance. On savait que ça avait beaucoup de chances de pas marcher. On a quand même annoncé à une partie de l'équipe on avait peut-être pour 10 personnes sur une 50aine qui étaient au courant quelques semaines avant quand même, parce qu'on commençait à travailler, on se dit que ça va arriver. Mais malgré tout, on a, je crois, perdu quand même 15% des employés qui, dans le mois suivant l'acquisition, ont dit non, c'est pas ce qu'on voulait. Vous nous avez menti, entre guillemets. C'est un petit peu ça, et là, ça fait mal quand même. Quand tu t'es impliqué, mais c'est pareil, c'est une chose qu'on aurait dû anticiper, on ne l'a pas anticipé, mais c'est pas grave. Mais oui, une bonne partie comme sont restés, parce que c'est vrai que c'était une boîte qui continuait dans la même trajectoire. Et ça s'est bien passé. Alors comment ça s'est passé après? Une fois que tu quittes, tu te retrouves avec beaucoup de temps, c'est sûr. Mais en fait, tu n'as pas tant de temps que ça. Je faisais déjà beaucoup de choses au niveau des communautés technologiques avant. Je ne sais pas si tu as entendu parler des Google Developer Group, c'est les GDG. Non, il y en a un gros à Nantes qui fait de la DevFest de Nantes tous les ans. Je faisais la même chose à Berlin. Dans le peu de temps que j'avais, donc j'avais déjà beaucoup de choses de ce côté-là. J'étais en plus Google Developer Expert c'est un statut que tu as quand tu connais très bien une techno Google. Là pour moi c'était le Google Cloud et tout ce qui est serverless. Donc je faisais déjà du mentoring autour de ça un petit peu. Et dès que j'ai eu plus de temps en fait, j'ai rejoint en tant que volontaire le groupe des mentors pour les startups qui sont dans les accélérateurs de Google for Startups. Et bon, je ne fais pas que ça du tout, mais je passe quand même pas mal de temps. Plus tu rencontres toujours des startups, que ce soit dans des événements comme le tien ou dans d'autres événements, et tu passes un peu de temps après avec eux. C'est souvent que j'ai des appels pour, toujours pareil, totalement pour le plaisir, quoi, essayer de les guider. Ouais, de discuter, les conseiller, de donner des tips, et après pour éventuellement un peu plus, mais ça commence comme ça, ouais. Donc c'est ça. Et donc tu es sorti de Snap Engage, et depuis tu es devenu mentor. C'est un peu, on va dire, non professionnel peut-être, parce que tu n'es pas rémunéré, c'est ça? Je ne suis pas rémunéré, non, c'est bénévolat, c'est sûr. L'idée que j'avais, toujours pareil, il faut avoir une idée un petit peu long terme. Je pensais après vendre et après donc, faire la transition propre, me prendre 5 ans ou un peu plus, où j'aurais pu faire plus de mes projets de passion, donc du mentoring c'est sûr, mais pas seulement, quoi. Mais il s'avère que ça accélère beaucoup plus vite que je pensais. Là, j'ai un copain qui avait démarré une start-up dans le fintech
et qui m'a demandé de devenir un de ses advisors, donc un conseiller. Donc j'ai commencé à faire ça aussi. Je lui ai dit, bon, je peux faire 2 fois 4 heures par semaine. J'ai pas plus de temps. Non, pas plus de temps pour mais c'est vrai que ce genre de choses, bon, je me voyais bien au bout de 5 ans peut-être prendre un poste de ce qu'on appelle le fractional CTO, pardon, pas CFO, non, surtout pas, c'est pas mon domaine, mais où en fait, tu as des startups qui soit leur CTO s'en va, ils ont besoin de quelqu'un tout de suite pour les aider à continuer, ou ils ont quelqu'un en interne qui pourrait être un CTO mais qui n'est pas encore au niveau, donc ils ont besoin de quelqu'un qui vient travailler avec lui pour développer un peu l'employé, quoi. Donc c'est des choses que je me voyais bien faire, parce que je le faisais un petit peu en tant que passion. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que... Et Google for Startup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce programme? Ah oui, oui. Parce que tu nous as parlé de Techstars. Moi, j'ai découvert Founder Institute. Et Google for Startup, comment ça fonctionne? Combien de temps ça dure? Qui sont les mentees? Qu'est-ce qu'on y gagne? D'accord, oui, Google for Startup, c'est une entité dans Google qui font plein de choses, ils font du financement, de l'investissement et plein de trucs. Ils ont dans ce programme-là ce qu'ils appellent Accelerator, c'est un accélérateur, un incubateur si tu veux, plus ou moins. Le format est similaire à ce qu'on voit chez les autres, c'est 3 mois également, donc 12 semaines je crois. Et ce qu'ils font, c'est par région en fait. Donc moi j'interviens sur l'accélérateur européen qui fait en général 4 programmes par an. Donc ils vont prendre une dizaine de startups 4 fois par an. Ça peut être 5, c'est variable. Et c'est souvent thématique. Par exemple, le dernier qu'on a fait en fin 2023, c'était des startups qui avaient un produit très orienté intelligence artificielle. Le début 2024, c'était le sponsor organisationnel, c'était le World Food Programme. Donc c'était plus des startups qui faisaient des choses pour aider en fait l'efficacité de distribuer de l'aide humanitaire, des choses comme ça. Le dernier dans lequel j'ai participé, c'était des startups qui ont au moins une femme en tant que fondateur pour promouvoir la diversité. Donc tu vois, c'est très variable. Là, ils en démarrent un maintenant qui n'était pas prévu. C'est pour des fondateurs de sociétés en Ukraine qui ont souffert énormément avec la guerre. Alors, certains incubateurs ou accélérateurs, c'est uniquement de l'aide de mentoring, des connexions, de la visibilité. D'autres, il y a aussi du financement. Celui pour l'Ukraine, je crois qu'il donne jusqu'à 100 000 euros ou 100 000 $, je ne sais pas trop, par société. Donc c'est très variable. C'est un petit peu moins défini. Techstars, tu sais que tu rentres, tu perds 6% d'equity, tu as, je ne sais plus si c'est 18 000 initialement, et après tu as de convertible notes. Enfin, tout est bien documenté. Avec Google for Startup, ça change de programme en programme. Et donc bon, c'est très intéressant. Eux, ils ne prennent pas d'equity en fait. Ah non, ça c'est très intéressant, tout à fait. C'est equity free. C'est entre guillemets, c'est non-profit. C'est un petit peu. Alors, est-ce que c'est non-profit? Eux le font, je pense, avec quand même l'idée de promouvoir aussi leur technologie, leur écosystème. Donc oui, il y a du profit un petit peu, mais par contre, indirect. Indirect. Ils ne prennent pas d'equity dans la société, donc c'est vrai qu'ils vont pas. Oui, ils sont pas propriétaires en fait de ta boîte, c'est sûr. Et ils sont prêts à donner jusqu'à 100 000 euros. Alors ça dépend. Il y a plein de programmes où il n'y a pas ça, mais programme. J'ai eu des programmes, oui. L'Ukraine, c'est ça pour l'instant qu'ils font. Donc oui, c'est quand même toujours sans equity. Sans equity toujours. Oui. Donc c'est quand même, c'est intéressant. Et quel est le process pour intégrer? Ça dépend des programmes en fait. Alors il faut bien sûr suivre, parce que les programmes sont annoncés peut-être fois 1 mois, 2 mois à l'avance. Il faut remplir un formulaire en ligne avec d'informations en fait. Et après, ils ont un comité de sélection. Ils ont des Googlers, des VCs. Enfin, je ne pense pas que les mentors, j'ai jamais été consulté pour choisir. Donc, c'est pas la peine de me faire des avances. non, mais je crois que c'est essentiellement en interne. Mais comme tous ces incubateurs, en fait, il y a beaucoup plus d'applicants de sociétés qui voudraient être dedans. Un rapport 1 pour 10, oui, non, plus que ça, 1%, pardon, 1% c'est en général... 1%? Oui, il y a beaucoup de demandes. En equity free en plus. Ouais, equity free, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que equity free, éventuellement des fonds suivant le programme, il y a qu'à postuler en fait. C'est ça, il y a tout intérêt. Et bon, il y a plein d'autres programmes, tu mentionnais le Founder Institute, mais c'est clé, je pense. Être un entrepreneur
déjà, il ne faut pas être tout seul, il vaut mieux avoir des cofondateurs avec toi et ne pas prendre part à un programme comme ça, tu te ralentis énormément. En fait, ces programmes vont vraiment t'aider avec des connexions, avec tout le mentoring qui va arriver, qui va te donner plein d'idées en fait, et va probablement te parler de problèmes que tu vas avoir plus tard, que tu n'y penses pas. Enfin, c'est immense, le bénéfice en fait de ces programmes-là. Et structuré aussi. Et la structure également, oui. Je pensais à... Donc là, tu as un rôle de mentor pour Google et tu es aussi toi-même en transition vers quelque chose que tu ne connais pas parce que tu sais que ta vie professionnelle n'est pas finie. Tu parlais tout à l'heure de CTO à temps partiel ou freelance CTO. Tu parles d'advisor. Est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu aimes ou est-ce que c'est tout cela en fait? Est-ce que c'est peut-être un bundle de différentes activités parce qu'en tant qu'advisor normalement tu es rémunéré. Alors on est pas rémunéré. Tu as des stock options. Ouais. Donc enfin c'est une forme de rémunération. Une forme de rémunération, c'est ça. Donc ça peut lier, ça peut amener à des rémunérations potentielles. Mais oui, pour l'instant, je ne sais pas trop. C'est vrai que beaucoup de gens me demandent est-ce que tu vas faire une start-up après Jamais 203, on dit. Pour l'instant, ce n'est pas l'idée, mais on ne peut pas savoir. C'est sûr, ça se trouve, il va s'avérer que dans 2 ans, ça partira comme ça. Quoi, hein. Ou plus, peut-être rejoindre, comme avait fait le partenaire qui nous avait rejoint à Snap Engage, là, peut-être en fait, rentrer dans une start-up en tant que, pas juste advisor, mais plus soit employé ou partenaire, ou qui sait. On ne sait pas en fait. Ok, tes chakras sont ouverts. Chacun son programme, mais pour l'instant c'est important que je garde du temps pour ma famille. C'est vrai que pendant ces années-là, ça a été formidable, mais c'est sûr que ça a été du temps pris un petit peu à l'insu de mon épouse, de mes enfants. Donc c'est vrai que c'est important que je sois disponible. Et aussi que je passe du temps pour mes passions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Pour ton bateau en particulier. Ah oui, alors tu te rappelles de ça? Ah bah oui. Alors oui, ce bateau, je peux te raconter un petit peu. Revenons à cette idée là à 50 ans. Je voudrais en fait pouvoir gérer ma boîte, mais avec une équipe qui gère les opérations. Et je m'étais dit un petit peu, j'adorais la mer. Hein. J'ai grandi en région nantaise, mais beaucoup de temps à Vannes, à faire des stages de voile, tout ça, et de la plongée, plein de trucs. Je me voyais très bien être sur un bateau, en fait, une partie de l'année. Et tu es sur un bateau aujourd'hui, même tu remontes à 50 ça, en 4G, en LTE, tu peux tout de même faire des meetings très bien. Bon, maintenant, tu peux faire mieux que du satellite encore, mais bref, j'avais cette vision-là que j'aimerais bien, en fait, une partie de l'année, gérer ma boîte, mais à partir du bateau. À partir du bateau, sur l'eau. Et pour ça, en fait, j'avais déjà commencé à réfléchir, mais j'aurais bien un bateau, mais pour ne pas être trop pris avec la voile, et je ne veux pas non plus polluer, je m'étais dit, il y avait eu Salin Yacht, une société qui avait sorti des super bateaux, des catamarans solaires, électriques, des trucs à 4 millions, des trucs totalement inabordables, mais ça faisait rêver. Et l'ingénieur qui est toujours en toi, tu réfléchis, tu te dis, une coque, des panneaux solaires, des moteurs électriques, ça vaut pas des millions, quoi. Et j'avais passé beaucoup de temps à me faire des documents, comment je me verrais en fait faire ce bateau quand j'aurais du temps. Et j'avais toujours l'idée, j'achèterais un bateau d'occasion, un catamaran d'occasion, et je le transformerais en fait en bateau électrique solaire. Et il s'avérait que c'était au tout début de Covid. Hein. On n'était pas encore lancé sur l'idée de vente. Quand Covid est arrivé, on est tous restés coincés chez nous, plus savoir quoi faire. Et j'ai commencé à chercher plus intensément en fait. Et assez rapidement, j'ai trouvé une coque de bateau qui avait coulé. Et en Espagne, c'était un truc dans un ouragan, je sais pas comment t'appelles ça, une tempête à Ibiza en fait. Et l'assurance avait dit terminé quoi, qu'ils vendaient en fait pour le prix de la coque. Et donc on commençait à faire des plans là-dessus à distance. J'ai contacté le vendeur, mais je pouvais pas aller le voir. C'était lockdown comme on appelait ça. Et bon, il s'avérait que le projet a mûri pendant Covid. Dès que ça a rouvert les frontières, on a pris un EasyJet avec ma femme, on est parti voir ce bateau et d'autres coques aussi, d'autres bateaux d'occasion. Et on a acheté cette coque et on s'est lancé sur ce projet fou. Ça a pris 3 ans, hein, donc pendant toute la moitié de Covid, de la fin, en fait, j'avais un chantier à Alicante là-bas qui me retapait la coque pour la rendre structurellement saine. Pendant que je recherchais tous les fournisseurs que j'allais utiliser pour les batteries, pour les moteurs, pour tout ça. On a fait avancer le projet et une fois qu'on a vendu, en fait, je suis resté à Berlin un petit peu, mais assez vite, je leur ai dit, je vais travailler, je vais prendre un appart à Alicante et je vais pouvoir gérer mon projet.
Et finalement, bon, ça a été long, hein, c'était un projet, c'est un projet informatique plus ou moins, hein, c'est itératif, c'est pas des sprints, mais j'avais pareil, mais mon Kanban board et les trucs bougeaient dedans. Hein, on l'a mis à l'eau 3 fois avant que ce soit opérationnel en fait. Hein. Là, vous l'avez testé quoi? Ah, on l'a testé, oui. Donc, sorti du hangar avec des grosses grues là, mis dans l'eau. Première fois, il y avait des fuites, ça rentrait dedans, sorti. On a pu le remettre à l'eau le jour même, après combattre la fuite, mais les moteurs ne marchaient pas comme il fallait. Donc, sorti au hangar, tout rechangé, remise à l'eau, j'étais 6 mois après. Les tests étaient bons. Là, on l'a gardé à l'eau 1 mois pour faire plus de tests. Par contre, il n'était pas habitable. C'était fonctionnellement OK, mais rien à bord n'était utilisable. Remis après au hangar. Et là, c'était en novembre dernier qu'on a mis à l'eau. On a mis un matelas, un réchaud électrique. Tout est électrique, bien sûr. Hein. On a du solaire, on a 16 kW en pic de génération solaire, donc c'est immense. On a pratiquement 100 kWh de batterie, des moteurs qui font chacun 30 kW en continu, plus à 50 kW. Donc ouais, un système électrique puissant. Et maintenant, on passe du temps ici en Bretagne, mais aussi en Espagne, quand on vit sur le bateau, c'est pour continuer les travaux, le rendre intérieurement ouais, et puis c'est agréable. C'est le projet, et puis donc, et bien sûr le projet c'est de naviguer sur le bateau. Oui, on navigue, on a commencé à descendre un peu en cabotage à la côte espagnole. Là. Alors c'est des navigations toujours avec des ordinateurs qui enregistrent tout, et après tu as des logs à analyser, c'est formidable, c'est un projet. C'est un vrai projet. Ouais. C'est un projet vachement intéressant, c'est sûr. Les logs qui sont envoyés. Oui, il envoie par radio des informations sur les batteries aux fournisseurs aussi, c'est plein de communications. Ouais. Comment tu te vois dans le monde de demain et quelles sont les compétences que tu souhaites acquérir pour ce futur plus ou moins proche? C'est une question assez philosophique ou théorique, mais c'est encore moonshot, comme tu disais tout à l'heure. C'est un peu une vision, là c'est encore une vision à 10 ans et ton bateau qui est un bateau autonome, c'est que tu as quand même des idées derrière, tu aurais pu prendre un moteur diesel tout simplement comme tout le monde, mais tu as fait un truc différent, donc tu as forcément, même si c'est une projection plus ou moins floue, parce que des fois on fait des projections puis on tombe à côté, mais est-ce que tu as déjà des idées? Bien sûr, oui, c'est vrai que le but c'est de préserver l'environnement, d'avoir une empreinte carbone le plus faible possible, tout en pouvant faire des choses qui aujourd'hui, si tu ne fais pas sans électrique, le diesel en mer, tu consommes énormément de ressources en fait pour faire des choses comme ça. Faire aussi du recyclage. J'ai pas acheté un bateau neuf, j'ai pris une coque qui l'assurance a dit qu'elle n'était plus bonne à rien en fait, en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est toute cette idée-là, et je pense que j'espère en fait que ça va donner des idées à d'autres, parce que à mon avis c'est le futur, quoi. Le nautisme c'est formidable, le nautisme électrique et bon pour l'environnement en fait, je pense que c'est une réalité. Ça m'intéresse énormément, c'est vrai que j'ai aussi fait une table solaire sur mon balcon, parce que c'est vrai que je voulais m'acheter une table de jardin, je dis non c'est idiot, je vais m'acheter un panneau solaire qui est branché à la grille, donc toutes ces choses-là m'intéressent énormément, je veux continuer à apprendre qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour vivre bien et mieux aussi pour l'environnement. En fait là tu es dans une... voilà, tu as fait un exit il n'y a pas longtemps. Tu es dans une phase de transmission par le mentoring, mais tu es aussi dans une phase où tu cherches à apprendre et à expérimenter le maximum de choses finalement. Oui, on n'arrête jamais d'apprendre. Tout à fait, mais tu es dans ce process-là. Ah, absolument, oui. Tout le monde n'est pas dans le process de chercher à apprendre en permanence. Non, c'est vrai, mais quand tu es un ingénieur, en fait, un ingénieur très très souvent veut toujours comprendre, apprendre et se développer. Et en plus, on est dans une période incroyable. Là. Bon, on a vécu le boom des dot-com en fait. On a vécu leur crash après, on a vu le cloud arriver là, hein. On est passé des data centers au cloud, maintenant on a l'intelligence artificielle là, qui explose complètement, on ne sait pas trop où ça va, c'est sûr, hein. Ça va un peu dans toutes les directions, il faut quand même le dire. Mais c'est peut-être un peu surfait, mais c'est un super outil. Ah, c'est un super outil, c'est ça, il faut apprendre, il faut comprendre, et on pourra comme ça guider où est-ce que ça va aller, c'est sûr. Puis il y a aussi d'autres contextes qui bougent. Bon, effectivement, d'un point de vue techno, il y a l'IA, il y a sûrement d'autres choses aussi. Et puis d'un point de vue sociétal, les gens ont changé depuis 10 ou 20 ans. Moi, je suis à fond lié au télétravail ou au full remote. Et l'importance de ce mode de travail sur les territoires qui est extraordinaire. C'est sûr. Je pense que tu le vois aussi, c'est absolument pas aberrant aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui habite sur un bateau et qui travaille
Ah non, c'est pas aberrant, j'en connais un. Oui, exactement. Il est peut-être à Vannes ces temps-ci, mais c'est un développeur freelance. Il se reconnaîtra sur la vidéo. Donc ce genre de choses, c'est vrai que c'est un mouvement, c'est tout à fait vrai. Tout à l'heure, on parlait des choses qu'on avait mis en place à Snap Engage. Une des choses aussi qu'on avait mis très très tôt en place, quand on a commencé à avoir un bureau à Berlin et un bureau à Boulder, on disait aux employés, ne venez que le mercredi, jeudi, vendredi au bureau. Lundi, mardi, le bureau est ouvert, vous pouvez venir, mais on n'attend pas ça de vous. On avait déjà en 2011-2012 mis en place ce semi-remote et ça marchait très bien. Et les employés étaient tout à fait responsables, efficaces, il n'y avait pas de souci. Vous aviez 10 ans d'avance par rapport à ici. Oui, on n'a pas été contraints, c'est ça que beaucoup de gens l'ont fait parce que Covid les a mis dedans et après ils ont continué. Mais c'est vrai qu'en fait c'est un bon mode de fonctionnement. On avait aussi, comme je te disais, un staff assez jeune, en fait, 25-35 ans la plupart d'entre eux. Et beaucoup en fait aimaient bien faire des voyages. Et donc on leur disait, si vous prenez votre laptop, si vous voulez travailler pendant un mois en Grèce, ou tant que vous avez du bon internet, une pièce qui est calme pour vous concentrer, il n'y a pas de souci. Et comme ça, ils profitaient de travailler en remote complet, dans des endroits exotiques pour eux, et le soir, profiter de la vie locale. Merci Gonaël, c'était super sympa de se retrouver ici à Séné, à Port-Anna. Ouais, on a vraiment beaucoup de chance là. Ouais. Et le cadre est magnifique. Et rendez-vous la prochaine fois pour les afters. C'est fin du mois. Fin du mois. Fin du mois. Ça marche. Et c'est cool parce que on rencontre des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer autrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter sur YouTube ou lors d'un prochain Afterwork. À bientôt!